Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'une question qu'on est beaucoup à se poser. Combien faut-il vraiment gagner d'argent pour être heureux? On a tous, ou presque, cette idée en tête. Pour être heureux, il faut avoir de l'argent. On s'imagine qu'avec 1 million sur le compte en banque, nos problèmes s'envoleront, ou en tout cas, en grande partie. Mais si je vous disais que la science a tenté d'estimer un seuil pour le bonheur, et que ce seuil, il est probablement beaucoup plus bas que ce que vous croyez. Plusieurs chercheurs ont mis un chiffre sur ce qu'on pourrait appeler un pont de satiété du bonheur. Et non, ce n'est pas 1 million d'euros. Ça vous paraît bizarre, non? Bon, déjà, pour y voir plus clair, les chercheurs ont dû commencer par définir de quoi on parle. Parce que oui, le bonheur, c'est quand même très vague. Qu'est-ce que ça veut dire être heureux? En réalité, il y a deux dimensions bien différentes et c'est la clé pour à peu près tout comprendre. La première, c'est le bien-être émotionnel. C'est ce qui rythme vos journées, la joie, le stress, la tristesse, l'affection que vous ressentez en gros au quotidien. Est-ce que vous avez rigolé aujourd'hui? Vous vous êtes senti anxieux? Voilà, ce type d'émotion. La deuxième dimension, c'est la satisfaction de vie. Ça, c'est plutôt une évaluation globale, un jugement que vous portez sur votre vie quand vous prenez du recul. Globalement, est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Tout simplement. En général, ça concerne le sentiment d'avoir atteint vos objectifs, de mener une vie qui a du sens pour vous. Pourquoi c'est si important de faire la différence entre les deux dimensions du coup? Parce que l'argent n'affecte pas ces deux facettes de la même manière. Vous allez comprendre juste après pourquoi. Dans les années 70, il y a eu l'économiste Richard Easterlin et son fameux paradoxe d'Easterlin. En gros, il a observé qu'à un instant T, dans un même pays, les plus riches sont en moyenne plus heureux. Logique, vous allez me dire. Mais c'est là que ça devient intéressant. Quand on regarde l'évolution sur des décennies, l'augmentation spectaculaire du revenu moyen, du coup, dans les pays développés, ne s'est pas accompagnée d'une hausse équivalente du bonheur moyen. Par exemple, alors que le revenu par habitant aux États-Unis a fortement grimpé entre les années 70 et 2000, le niveau de bonheur déclaré par les Américains est resté étonnamment assez stable. Même si le débat scientifique est plus nuancé aujourd'hui, ce paradoxe, ça a été la première brèche dans l'idée que plus d'argent égale toujours plus de bonheur. Il a ouvert la voie à une question essentielle. Existe-t-il un point de bascule, un seuil où l'impact de l'argent commence à s'estomper d'une certaine manière? C'est pour y répondre que des chercheurs comme Daniel Kahneman et Angus Deaton ont lancé leurs travaux. Pour comprendre d'où viennent ces estimations, il faut revenir à une étude qui a fait beaucoup de bruit en 2010. Deux lauréats du prix Nobel, Daniel Kahneman et Angus Deaton, du coup, ont publié une recherche. Un revenu élevé améliore l'évaluation de la vie, mais pas le bien-être émotionnel. Oui, je sais, ce titre n'est pas très clair, mais c'est la traduction française. En gros, ils ont analysé plus de 450 000 réponses d'une grande enquête américaine en posant des questions sur les revenus, mais aussi sur les deux facettes du bonheur dont on a parlé tout à l'heure. Leurs résultats étaient assez clairs. D'un côté, la satisfaction de vie continue de grimper avec le revenu, donc plus les gens étaient riches, plus ils se déclaraient satisfaits de leur vie. Mais pour le bien-être émotionnel au quotidien, la joie, le rire, l'absence de stress, etc., c'est différent. Le bonheur de tous les jours augmentait avec le revenu, oui, mais seulement jusqu'à un certain point. Ce point, ils l'ont estimé à 75 000 $ par an et par ménage à l'époque, ce qui correspondrait à peu près aujourd'hui à 100 000 $ avec l'inflation. Au-delà de ce seuil, l'effet s'arrêtait net. Gagner 200 000, 500 000 $ ne rendait pas les gens plus joyeux au quotidien que ceux qui en gagnaient 75 000. Ça a été une découverte majeure. Il existe donc un plateau, un plafond de verre pour le bonheur de tous les jours. L'argent peut acheter la satisfaction, mais pas les émotions positives quotidiennes. Et ça, c'est important. Mais alors maintenant, comment en passe-t-on de ce chiffre américain à une estimation française? Ici, il faut se tourner vers des études internationales plus récentes, comme celles menées par des chercheurs d'une université et publiées dans la revue Nature Human Behavior. Je ne sais pas le prononcer. En 2018. Ces travaux ont cherché des seuils de satiété dans le monde entier. Ils confirment que ces seuils varient énormément d'un pays et d'une région à l'autre, notamment en fonction forcément du coût de la vie, des systèmes sociaux, etc. L'estimation pour la France s'explique en grande partie par notre modèle social.
En France, pour rappel, l'accès quasi gratuit à un système de santé, on a l'éducation, les allocations chômage, les aides au logement, le système de retraite par répartition, etc. Tout ça, ça forme un genre de salaire socialisé. Ces services y réduisent forcément le montant d'argent dont on a besoin pour se sentir du coup à l'abri des coups durs. Aux États-Unis, où l'assurance santé ou les études coûtent une fortune, il faut un revenu bien plus élevé pour atteindre le même niveau de tranquillité d'esprit. Pour être concret, roulement de tambour, 30 000 euros. Oui, 30 000 euros par an, c'est ça notre seuil en France. Un revenu net de 2 500 euros par mois pour une personne seule. Oui, le chiffre il est ajusté selon la taille du ménage, etc. C'est le revenu à partir duquel l'argent supplémentaire cesse d'acheter significativement, en tout cas, plus de joie au quotidien. Bien sûr, ce chiffre c'est une moyenne. Il est logiquement un peu plus élevé dans les métropoles où la vie est plus chère, comme par exemple en région parisienne, et plus bas dans des zones rurales. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2023, Daniel Kahneman lui-même s'est associé à un autre chercheur, Matthew Killingsworth, qui pensait initialement qu'il n'y avait pas de plateau, pas de fameux plafond de verre. Leur collaboration a affiné le modèle. Ils ont découvert qu'en réalité, il n'y avait pas une seule courbe, mais plusieurs courbes. Pour la majorité des gens, le plateau est bien réel. Le bonheur émotionnel stagne au-delà d'un certain revenu. Pour un petit groupe de personnes déjà très heureuses, plus d'argent continue d'apporter plus de bonheur. Et à l'inverse, pour une minorité de personnes qui souffrent de problèmes importants comme la dépression, le deuil, etc., l'argent il aide à réduire leur malheur jusqu'à un certain point, mais il devient ensuite impuissant face à leur souffrance. C'est assez logique. Cette nouvelle étude ne contredit pas l'idée du coup d'un seuil, elle le précise. Pour la plupart d'entre nous, l'idée d'un revenu autour de 30 000 euros par an, par personne en France, représente un point de bascule qui reste valide. C'est le montant qui semble en tout cas suffire à nous protéger de la plupart des difficultés quotidiennes. Mais il y a une raison à tout ça. Si l'argent cesse de nous rendre plus heureux au-delà d'un certain seuil, c'est à cause de la façon dont notre cerveau fonctionne. Deux mécanismes principaux l'expliquent. Déjà, l'adaptation et deuxièmement, la comparaison. Le premier, c'est ce qu'on appelle donc l'adaptation hédonique. Imaginez que vous recevez une belle augmentation. Déjà, bravo à vous. Les premières semaines sont géniales. Vous vous sentez en sécurité, vous vous faites plaisir. Mais 6 mois plus tard, ce nouveau salaire, c'est un peu devenu la norme. Les dépenses que vous faisiez exceptionnellement sont devenues des habitudes. Vous vous êtes adapté. C'est en tout cas ce qu'a montré une étude célèbre de 1978 sur les gagnants de la loterie. Quelques mois après leur gain, leur niveau de bonheur au quotidien n'était pas radicalement différent de celui d'un groupe témoin. Même si des études plus récentes montrent que ce genre de gain peut apporter forcément un gros coup de pouce durable, en tout cas à la satisfaction globale de la vie, mais sur les émotions quotidiennes, encore une fois, ça n'a quasiment plus d'impact, en tout cas au-delà d'un certain temps. Le deuxième mécanisme, c'est la comparaison sociale. On n'évalue pas notre situation dans l'absolu, mais par rapport aux autres. Votre bonheur ne dépend pas de votre salaire, mais aussi de celui de vos collègues, de vos amis, de votre beau-frère. Certaines études d'ailleurs sur le sujet suggèrent que la comparaison sociale a un impact si puissant qu'elle peut ronger une part non négligeable du bien-être que devrait nous procurer en fait cette hausse de revenus. Et aujourd'hui, avec les réseaux, ce phénomène il est démultiplié. Enfin, il y a quand même un troisième principe, c'est l'asymétrie et les gains et des pertes. En clair, la douleur de perdre 100 euros est psychologiquement plus intense que le plaisir d'en gagner 100. Ce principe, il explique parfaitement le seuil des 30 000 euros. En dessous, vous vivez dans la peur des pertes, la facture, les imprévus, la panne de voiture, etc. Au-dessus, le stress lié à la survie diminue. L'argent supplémentaire, ça a rajouté du confort, un plaisir moins intense et auquel on s'habitue plus vite. Le rôle principal de l'argent n'est donc pas tant de créer du bonheur que d'éliminer en fait des sources de malheur. Personnellement, ce que je tire de tout ça, je ne sais pas pourquoi j'ai dit comme ça, c'est peut-être ça qui me laisse la plus partagée avec tout ce que je viens de vous raconter. Parce que oui, je suis 100% d'accord avec l'idée qu'on ne devrait pas courir après l'argent comme si c'était l'unique objectif d'une vie. Je pense qu'on peut très vite se perdre là-dedans, repousser sans arrêt le moment où on se sentira enfin tranquille, enfin satisfait, enfin assez pour vivre pleinement. Mais en même temps, depuis que je suis malade, je vois encore plus concrètement ce que l'argent représente. La possibilité d'absorber un imprévu,
de payer ce dont on a besoin sans angoisser, de ne pas avoir à choisir entre santé, facture, avenir, etc. C'est quand même un essentiel, la base d'une vie que tout le monde n'a pas malheureusement. Donc je crois que le message n'est pas « l'argent ne compte pas », au contraire, il compte énormément quand il permet de ne plus vivre avec la peur permanente de manquer. Mais peut-être qu'il faut faire la différence du coup entre vouloir toujours plus et vouloir assez pour être réellement en sécurité. Et honnêtement, je pense que ce assez, en fait, il est différent pour tout le monde, pour chacun. Il dépend de notre santé, de notre travail, de nos responsabilités, de l'endroit où on vit, aussi de ce qu'on a déjà traversé. Enfin, il y a un tas de paramètres à prendre en compte. Donc non, il n'y a pas vraiment de 30 000 € pour moi, en tout cas. On ne peut jamais généraliser comme n'importe quel sujet. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai beaucoup aimé m'informer dessus et la tourner de mon côté. Ça a été un vrai plaisir. Et voilà, regarder un peu même ce que les gens disaient sur les forums, au-delà des études, qu'est-ce que les gens pensent, de quoi ils ont vraiment besoin. C'était excellent, c'était extrêmement intéressant. Donc merci à vous d'avoir regardé. Je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.